Sur le monument aux morts du village marin de Sainte-Marie-de-Ré sont gravés les noms de soldats tombés au combat dans la fleur de l'âge. Certains de ces jeunes gens, arrachés trop tôt au monde des vivants, portent des prénoms aux consonances botaniques, tels que Florentin, Floriste, ou encore Narcisse, qui nous parle de temps anciens. Remontons un siècle en arrière. Nous sommes en 1912 et plaisons-nous à imaginer la vie ou un épisode de la vie de ce jeune Narcisse. À cette époque, il se porte comme un charme, comme ses camarades, il a des racines rurales, il végéterait en ville, mais s'épanouit à la campagne. Il n'est pas riche, ne possède ni blé ni oseille. Cœur d'artichaut, tour à tour épris de violettes, roses, jacinthes et capucines, il rêve désormais d'épouser Marguerite, une douce amie et belle plante pour mener une douce existence auprès de son père, déjà vieux mais toujours vert, dur de la feuille et pourtant musicien. Alors qu'il n'était qu'un adolescent bourgeonnant, souffrant d'une poussée d'acné juvénile, véritable asperge grandit trop vite, il a vu des voisins faire leur chou gras d'un fait divers affligeant. Devant lui, un vagabond affamé prit des coups, des châtaignes, des marrons pour avoir maraudé quelques fruits. Le pauvre homme, tremblant comme une graminée, chuta tête première dans la sauge et les roses trémières et fut si violemment tensé qu'il en resta paralysé à vie, réduit au statut de légume. Bon, vous l'avez compris, ce récit qui arrive comme une fleur, c'est-à-dire de manière inattendue et peu protocolaire, montre l'importance métaphorique des plantes dans le langage courant. Il n'est pas scientifique, car ce texte n'est pas scientifique, vous êtes d'accord avec moi, car on donne à chacun de ces mots, tirés de la botanique, un sens qu'on ne leur attribue que par comparaison imagée ou par analogie implicite. En grec ancien, le mot métaphora signifie transposition. Il a le sens premier de déménagement et l'on voit sur des camions dans la Grèce contemporaine, peut-être l'avez-vous vu lors de vos voyages, écrit en lettres géantes métaphorès qui signifie déménagement. Donc ces métaphores qui utilisent du vocabulaire botanique, eh bien on les rencontre fréquemment dans ce langage courant, dans ce langage commun que nous utilisons quotidiennement. Les plantes ont de plus une fonction emblématique. Elles symbolisent des vertus, des sentiments. La violette, signe de modestie, la rose évoque l'amour. La subtilité et la variété du langage des fleurs sont infinies. Apprenez à décoder le bouquet que l'on vous tend. Marguerite, rien que vous, vous êtes la plus belle. Narcisse, vous n'avez pas de cœur, égoïste. Notre univers linguistique, dans son registre commun, tantôt rend hommage aux végétaux avec délicatesse et poésie, les reléguant presque au rang de non-vivants, par contre, parfois, les considère avec arrogance et mépris. Par exemple, il n'est guère agréable d'être considéré comme un légume étant plutôt péjoratif comme terme. Et ce terme a une signification scientifique. Le légume, c'est tout simplement le fruit des légumineuses. Les légumineuses, c'est l'ancien nom qui désigne les papilionacées, qu'on appelle désormais fabacées, du nom de la fève Vicia fava. Et papilionacées parce que la fleur, grâce à ses pétales inégaux, ressemble à un papillon. Donc ce terme, qui au départ a une véritable signification scientifique, a dérivé dans le langage commun et désigne désormais n'importe quelle partie d'un végétal que nous pouvons consommer dans la cuisine, par exemple des pommes de terre, c'est-à-dire des tubercules de stolon, de tiges souterraines, ou encore des racines telles que la carotte, et j'en passe bien sûr, des feuilles comme la salade, etc. Le langage scientifique
Donc, lui, il va tenter d'échapper à ces élans tour à tour laudatifs et péjoratifs, de sorte que des mots spécifiques, quittant la métaphore et l'emblème, acquièrent une précision, un sens propre et monosémique. Ces mots s'inscrivent dans un autre type de récit que nous allons maintenant essayer de caractériser. On raconte que Narcisse, amoureux de son reflet dans l'eau, indifférent aux sollicitations de la nymphe Écho, se pencha tant qu'il tomba dans l'eau, sans doute avec un bruit sourd, et se noya. Son corps sans vie fut changé en une fleur. Et le mythe grec de Narcisse, d'ailleurs, ne concerne pas que la fleur, il évoque aussi le bulbe conservé sous la terre pendant l'hiver, d'où émerge une nouvelle tige au printemps. C'est un symbole de résurrection et de fécondité, lié aussi au mythe de Déméter et Perséphone à l'origine des saisons. Et Narcisse intervient aussi dans les rites de mariage. Dans la Grèce encore contemporaine, il n'y a pas si longtemps, on plaçait aussi des narcisses dans le cercueil des enfants. Revenons maintenant à notre Narcisse, celui dont le prénom était inscrit sur le monument aux morts. Et retournons dans sa vie imaginaire dont nous avons un petit peu parlé au début. Citant le Cantique des Cantiques, il confie à Marguerite : « Je suis un narcisse de la plaine, un lys des vallées, comme un lys parmi les ronces, telle est ma compagne parmi les filles. » Fidèle à la Bible, Marguerite, vous vous souvenez, celle qu'il rêve d'épouser, la perle, puisque Marguerite signifie la perle en grec, lui répond : « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon chéri parmi les garçons. À son ombre, selon mon désir, je m'assieds, et son fruit est doux à mon palais. » Mythe grec et mythe hébraïque fondent la société judéo-hellénique dont nous avons recueilli l'héritage. Toute civilisation, toute culture humaine invente un mythe fondateur pour donner du sens au monde qui l'entoure. C'est d'ailleurs ce qui caractérise une culture. Elle rassemble tous ceux qui ont la même vision du monde. Dans la Bible, le principal récit de création en Occident, l'homme a l'âge de la planète qu'il habite, c'est-à-dire environ 6000 ans, et chaque espèce vivante résulte d'un acte de création. Vous vous souvenez, le premier jour, le deuxième jour, etc. Il y est question de roses et autres végétations à 219 endroits. Si on en croit l'Islandaise Audur Ava Olavsdottir, qui cite cette précision dans son livre Rosa Candida, que je vous conseille de lire. Nous voyons donc que le récit exerce une contrainte intellectuelle sur les données d'observation. Une pensée qui est dominée par le mythe interprète ce qu'elle voit, les observations, à la lumière de ses convictions. Et en 1684, par exemple, le théologien anglais Thomas Burnet, dans son livre La théorie sacrée de la Terre, va interpréter les continents comme étant des ruines, d'immenses ruines issues du déluge. Donc, grâce à cette vision du monde, eh bien, on va interpréter les objets ou les phénomènes qui sont devant nous. Et lorsqu'on observe quelque chose, on est à la fois maître et esclave de ce qui est devant nous. Alors, parce que dans ob, c'est devant, et servitude, on va être esclave un petit peu de ce qu'on observe. Donc, il ne faudrait pas croire que les faits parlent d'eux-mêmes, ils parlent à la lumière des convictions que les mythes fondateurs de la société nous ont permis d'imaginer. Et du coup, la biodiversité
dans cette vision du monde, résulte d'entités en apparence stables, les espèces dont le fixisme d'inspiration biblique légitime l'existence. Cette vision encourage un grand inventaire des espèces vivantes, amplifié par les voyages de découverte. Vous savez, les grands voyageurs naturalistes qui, au XVIIe, au XVIIIe siècle, vont partir à la découverte des Amériques, au nord, au sud, un peu partout, et revenir avec de magnifiques échantillons d'espèces de plantes et aussi d'animaux, enfin des restes d'animaux qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, on a l'impression que tout ce monde vivant a été créé et il appartient à l'homme dans le dessein de la religion, sans du tout être en contradiction avec cette foi religieuse. Il appartient à l'homme de faire cet inventaire du monde vivant. Dans l'Antiquité, des premiers classements avaient été effectués qui étaient limités aux plantes utilitaires. Plantes médicinales, plantes nutritives ou aromatiques pour la cuisine. Et ainsi, Théophraste, au IVe siècle avant Jésus-Christ, avait nommé et classé 480 plantes selon leur port, leur naissance et leur manière de vivre. Il avait distingué 6 variétés de pommes. Il était né à Lesbos, une île de la mer Égée, et il succédait à Aristote, le fondateur du lycée, où il enseignait la philosophie et la rhétorique. Il était donc à la fois lesbien et péripatéticien, puisque, vous le savez, à cette époque, on enseignait en marchant, en se promenant. Et, accessoirement, fondateur de la botanique. La civilisation grecque laisse bien sûr d'autres ouvrages à la postérité, notamment un ouvrage rédigé par Dioscoride au 1er siècle après Jésus-Christ, qui lui va décrire 1000 plantes. À la fin du XVIIe siècle, alors j'ai sauté vraiment des étapes, à la fin du XVIIe siècle, eh bien, on note l'importance de Joseph Piton de Tournefort, qui est natif d'Aix-en-Provence et qui réunit les espèces qui sont des divisions intuitives du vivant. On a l'impression que les espèces existent. Une vache ne ressemble pas à du blé. Et à cette même époque, Rudolf Jacob Camerarius publie un ouvrage très important qui s'appelle De Sexu Plantarum Epistola. Donc je vous laisse deviner ce que contient cet ouvrage. C'est quelque chose qui peut choquer les salons de la noblesse anglaise et de toute la bourgeoisie européenne. On va s'intéresser au sexe des plantes et plus tard utiliser ce sexe des plantes pour effectuer les classifications. C'est Linné, un Suédois né en mai 1707, qui va donc construire une classification, la classification binominale, qui est toujours d'actualité. Peut-être que si vous êtes jardinier, vous avez pu voir le nom des plantes avec un point L. L signifie que ce nom a été donné par Linné, donc au XVIIIe siècle. Son ouvrage Species Plantarum, qui est publié en 1753, est considéré comme le point de départ d'une nomenclature moderne. Et donc, il va grouper les plantes en 24 classes, fondées sur l'absence ou la présence de pétales et de sépales, le caractère unisexué ou hermaphrodite de la fleur, les particularités des étamines, ou encore le nombre de styles, le style étant la partie intermédiaire de l'organe reproducteur femelle. Et bien connu des littéraires, le discours sur le style de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui était à la fois membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences, n'a évidemment rien à voir avec ce style-là. Il semble que la renommée de Linné ne vienne pas de la validité
de sa classification. Elle est sans cesse remise en question. Mais cette renommée vient de l'enthousiasme suscité par son système fondé sur la sexualité des plantes. Ce système, cette classification, fut rapidement adoptée dans plusieurs pays, par exemple en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, mais en France, il se heurta à des résistances et l'on préféra garder beaucoup plus longtemps la classification de Joseph Piton de Tournefort. Peut-être que les Français sont plus conservateurs. Continuons, la volonté de décrire le monde qui les entoure, d'ordonner les objets qui le composent, anime les savants d'aujourd'hui et ceux d'hier. Pour reconnaître les différentes plantes, éviter les confusions, il fallait être capable de les décrire précisément et pour cela, il fallait inventer un nouveau vocabulaire. Et ce nouveau vocabulaire a une puissance considérable car il est universel. C'est une sorte de lingua franca qui n'appartient à personne et donc à tout le monde, qui est le vestige d'un latin réinventé, qui est comprise par tous les botanistes, par tous les jardiniers, qu'ils soient professionnels ou amateurs, au même titre que les notations musicales ou mathématiques sont comprises par les musiciens et les mathématiciens. Donc c'est une sorte de langage, une langue vivante aussi, même si elle s'appuie sur le latin. Parfois c'est un peu du latin de cuisine. D'ailleurs on met les noms de personnages importants qui ont fabriqué la plante domestique. Ou bien s'il s'agit d'animaux aussi, on va rajouter des choses un peu qui n'existaient pas en langue latine, mais qu'on va latiniser en rajoutant us à la fin ou a à la fin, si c'est femelle. Eh bien, donc, cette langue botanique qui a été conçue par Linné, elle évolue au fil des ans, elle évolue au fil des consensus et de décisions qui émergent à la faveur de congrès internationaux. Ainsi, en 1981, on a complètement modifié les noms des différentes familles de plantes en leur donnant le nom de l'espèce la plus représentative. Et c'est pourquoi les papilionacées, qui étaient aussi les légumineuses, sont devenues les fabacées. Donc, comme je disais, du nom de la fève. Actuellement, on a recensé et nommé plus de 260 000 espèces de plantes aériennes, supérieures et terrestres, disons. C'est-à-dire 600 fois plus que ce que Théophraste avait inventorié dans l'Antiquité. Donc c'est vous dire si cette langue est riche et si elle est puissante, puisque finalement elle est parlée par tous les horticulteurs, tous les jardiniers, tous les botanistes du monde entier. Combiné avec un nouvel esprit critique, les observations et découvertes qui s'accumulent au cours des siècles modifient progressivement le paysage intellectuel. Au siècle des Lumières, la tendance s'accélère. On comprend, notamment grâce aux travaux de Buffon, qui a fait des modèles de terre et calculé la vitesse de leur refroidissement dans des hauts fourneaux près de Montbard. On comprend donc que l'âge de la Terre est supérieur à 6 000 ans. Buffon pense même que ça peut aller jusqu'à 3 millions d'années, ce qui lui semble quand même trop vieux, donc il revient un peu en arrière. Mais on s'aperçoit que finalement les mythes fondateurs peuvent être remis en question par des expériences, par des observations du concret. On est loin de la théorie quantique, évidemment. En 1800, Jean-Baptiste Lamarck théorise ce qu'on appelle le transformisme. C'est-à-dire qu'il a une vision du monde et des êtres vivants telle qu'il pense que la nature et l'homme progressent vers un perfectionnement et qu'ils vont s'adapter à leur environnement. Alors, on a trop souvent caricaturé l'œuvre de Lamarck en disant que la girafe avait un long cou pour s'adapter à la préhension de feuilles qui étaient situées très haut dans les arbres, etc. C'est vraiment une caricature, sans doute
élaboré aussi par Darwin, par ses successeurs, qui ont voulu minimiser l'importance des travaux de Jean-Baptiste Lamarck. En réalité, l'idée qu'il a du transformisme est vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'on va quitter la vision fixiste avec Cuvier, par exemple, qui pensait qu'il y avait des catastrophes successives qui faisaient qu'à certains moments, toutes les espèces s'éteignaient et puis que le Dieu créateur revenait en créer à l'issue de chaque crise. Lamarck va avoir cette idée qu'il y a un mouvement du vivant avec des transformations possibles au cours des temps géologiques. Enfin bon, il n'a pas encore l'idée tellement de temps géologiques. Mais si vous voulez bien, je vais vous lire un tout petit extrait aussi pour, qui exprime la pensée qu'il a sur ce que sont les animaux et comment on peut les placer les uns par rapport aux autres dans le monde vivant. Voilà, donc un petit texte de Jean-Baptiste Lamarck. À la vérité, l'on observe une sorte de gradation dans l'intelligence des animaux, comme il en existe une dans le perfectionnement de leur organisation. Et on remarque qu'ils ont des idées, de la mémoire, qu'ils pensent, qu'ils choisissent, qu'ils aiment, qu'ils haïssent, qu'ils sont susceptibles de jalousie et que par diverses inflexions de leur voix et par des signes, ils se communiquent et s'entendent. Il n'en est pas moins évident que l'homme seul est doué de la raison et que par cette considération, il est bien distingué de toutes les autres productions de la nature. Donc l'homme est quand même à part, mais on sent qu'il y a eu possibilité de transformation d'espèces vivantes en d'autres espèces vivantes, depuis les animaux les plus simples jusqu'aux plus compliqués. Évidemment, l'homme est au sommet et même il est à part. Ce texte est extrait d'un livre qui s'appelle « Recherche sur l'organisation des corps vivants » et qui avait été publié mais qui n'est plus, je pense, édité. Nous arrivons en 1859 avec Charles Darwin et l'origine des espèces, qui va porter la contingence au rang de moteur dans l'histoire du vivant. En effet, la sélection naturelle explique l'évolution des espèces et cette introduction de l'aléatoire, c'est-à-dire du hasard, qui est peu habituelle dans la science déterministe de l'époque, qui avait la physique pour modèle, va prendre son essor dans la théorie de l'évolution, qui intègre de multiples données de sciences de la Terre et de sciences du vivant. Le mot biologie est inventé en 1802 et vous constatez qu'il est construit sur des racines grecques. C'est un mot finalement récent que nous voyons inscrit partout maintenant sous la forme de bio d'ailleurs, avec du shampoing à la mauve biologique. On se demande comment la mauve d'ailleurs ne pourrait pas être biologique. Finalement, toutes les plantes que nous consommons sont forcément biologiques. Passons. Donc, à Paris commence une ère nouvelle, celle des professeurs du Muséum d'histoire naturelle, créé par la Convention, avec des noms que vous connaissez sans doute, donc le fameux Lamarck dont je viens de parler, mais aussi Georges Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire. Et ainsi commence l'essor de la nouvelle Académie des sciences, qui est l'une des 5 académies créées au sein de l'Institut de France, qui lui a été fondé en 1795. La période suivante, 1840-1855, voit fleurir les travaux des microscopistes qui vont peu à peu construire la théorie cellulaire. Et cette théorie cellulaire, bien sûr, est importante. C'est un concept majeur en biologie. On la doit notamment au botaniste allemand Matthias Schleiden et à son ami Theodor Schwann, qui propose l'hypothèse, preuve microscopique et un peu physiologique à l'appui, que tout être vivant est formé de cellules. Et ça, je pense que tous les collégiens le savent. Depuis les êtres donc unicellulaires microscopiques jusqu'aux plus grands mammifères ou arbres géants que nous connaissons.
Donc la théorie cellulaire définit la cellule comme l'unité d'organisation structurale du vivant. Et puis le XXe siècle, brièvement, enfin moi je serai brève, les travaux ont été nombreux et conséquents, eh bien lui va voir émerger la biochimie et puis la biologie moléculaire du gène avec tous ces sigles que vous connaissez maintenant, l'ADN, les bases azotées, AC, GT, etc. Nous constatons que la biologie elle combine deux sortes de démarches scientifiques. Il y a à la fois les sciences nomologiques, celles que nous avons l'habitude de considérer avec des démarches hypothético-déductives, avec la réplicabilité, c'est un mot horrible, je vais me faire gronder, avec plutôt la capacité de reproduire l'expérience et donc de permettre à d'autres de vérifier que les observations effectuées sont bien conformes d'un laboratoire à un autre. Et aussi des sciences qu'on peut qualifier de palétiologiques, c'est un mot pas très beau, mais qui s'explique si on parle d'histoire, de sciences historiques. C'est-à-dire que l'évolution du vivant, elle ne s'est produite qu'une fois, par des mécanismes que nous connaissons maintenant, que nous pouvons à peu près comprendre. Mais si on devait tout recommencer depuis le début, il est très peu probable que nous arriverions au même cheminement, enfin au même résultat et que nous passions par le même cheminement. D'où cette difficulté de cette science de l'évolution, des théories de l'évolution, qui parfois se heurtent aux créationnistes et qui n'ont pas toujours les outils assez fins pour expliquer que toutes les sciences, on peut être scientifique et pas forcément être dans une démarche complètement hypothético-déductive. Dans ce cas-là, on va avoir des objets, par exemple des fossiles, qui vont être hissés au statut de preuve, bien que ce soit des objets parfois uniques. Et si vous pensez par exemple à l'Australopithèque Lucy, ce fossile qui a été trouvé en 1974, eh bien, il est rare, on n'en a trouvé qu'un à l'époque, on l'a daté de 3,2 millions d'années, et tout de suite, on l'a hissé au statut d'ancêtre de l'être humain. Bon, depuis 40 ans, on a revu cette idée. On pense plutôt maintenant que c'est un cousin du genre Homo. Mais vous voyez que parfois, il est difficile en biologie ou en géologie d'être complètement dans les normes classiques de la physique ancienne, enfin qu'on avait l'habitude d'étudier au XIXe siècle. Donc en tant que discours suivant une certaine temporalité, il y a un début, il y a une fin, le récit se prête aussi bien à l'expression de l'histoire savante, c'est-à-dire de la connaissance scientifique validée, qu'à celle du conte ou de toute forme de fiction. On a un grand récit, celui de l'histoire de la Terre, géologie, biologie. Il est important de constater d'ailleurs qu'en France, et ce n'est pas le cas dans tous les pays, ces deux disciplines sont associées dans l'enseignement. Et c'est heureux parce que finalement, on voit que la relation est très forte entre la Terre et le vivant et que notamment le vivant a modifié l'atmosphère de la Terre avec l'apparition de la photosynthèse il y a 3, peut-être un peu plus, milliards d'années. Peut-être un peu moins, enfin on n'est pas... Donc, certes, il ne peut y avoir de science sans imagination, mais l'une des grandes différences entre récit mythique et récit scientifique, et là ce que je vais dire est très important, c'est la suspension de toute hypothèse sur l'origine et sur la fin. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a abandonné causalité globale et finalité.
C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de savoir s'il y a un créateur et si on suit le dessin du créateur. On considère que la science va exclusivement, elle va affiner son objet d'étude et son champ de compétences, et tout le reste, la question du créateur, la question du progrès vers un but que le créateur a fixé, eh bien tout cela appartient désormais au champ de la religion, enfin au domaine de la religion et au domaine éventuellement aussi de la philosophie. Donc la science, elle a au cours de ces 2000 ans, à peu près un peu plus de 2000 ans, elle a complètement évolué dans ce sens. Donc on est parti d'un mythe fondateur, on a essayé de comprendre et d'expliquer le monde d'après le dessin, d'après les idées de ce créateur, et puis peu à peu, la science s'est détachée, elle ne s'occupe plus de savoir s'il y a un créateur et s'il a décidé de quelque chose, mais elle s'occupe d'expliquer le monde indépendamment de cela, donc laissant à la religion le soin de s'occuper de cette question du créateur. Ces bases générales étant posées, essayons maintenant de mieux caractériser le langage biologique dans son intime spécificité. Ah, je vais boire un petit peu. H, Livèche, Ami, Chervy, Duc, Coloquinte, Cater, Azaret, Aroche, Épurge, Sclaré. Charlemagne, que la chanson populaire accuse d'avoir inventé l'école, énumère 94 plantes dans le capitulaire de Vilis, un acte législatif qui date de la fin du 8e siècle. 73 herbes, 16 arbres fruitiers et 5 plantes textiles et tinctoriales que les domaines royaux doivent cultiver. À cette époque, les moines ont 3 jardins, l'herbularius, ou jardin des simples, avec les plantes médicinales, aromates, condiments, sauge, romarin, menthe, persil, aneth, coriandre, cerfeuil, estragon. L'ortus, ou potager, avec des pois, des fèves, des concombres, des melons, des oignons, des poireaux, des radis, des échalotes, des laitues. Et le viridarium, qui est le verger, rassemblant entre autres poiriers, châtaigniers, pins, amandiers, noyers ou pommiers. Mais l'identification à cette époque n'est pas aisée. Et d'ailleurs, les mots que j'ai cités, est-ce que, à part coloquinte, il me semble que tous ont disparu de notre langage actuel. Et le mot H, par exemple, A-C-H-E, c'est un nom très ambigu qui désigne des membres de la famille des apiacées, celle de la carotte qu'on appelait avant les ombellifères, et c'est classé dans la famille des céleris, vous voyez à peu près. Mais c'est un mot tellement vague qu'il désigne, il peut désigner jusqu'à une quinzaine de plantes. Donc il y a une quinzaine de plantes qui étaient nommées à l'époque H, ce qui fait que dans le capitulaire de Vilis, on ne devait pas avoir des précisions très grandes sur ce qui devait être cultivé dans les domaines royaux. Donc au cours du temps, des mots se sont perdus et nous proposons maintenant, à partir d'exemples concrets, de définir les principes d'une linguistique biologique. Et cette linguistique comporterait 3 volets: lexique, syntaxe et rhétorique. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais partir sur des exemples très précis qui vous donneront une idée de ce que j'entends par ces différentes parties. Donc tout d'abord, le lexique comporterait à son tour 3 unités: la morphologie, la sémantique et le dictionnaire. Comme vous l'avez constaté depuis le début de cette conférence, de nombreux mots scientifiques sont formés à partir du grec et du latin et combinent parfois les deux. Prenons l'exemple de la fleur.
L'étamine, malgré son nom de genre féminin, du latin signifiant fil de la trame d'un tissu, par analogie de ressemblance, est l'organe reproducteur mâle. Donc on a une étamine, on l'a nommée comme ça parce que ça ressemblait à un fil de tissu. C'est féminin, et c'est seulement des années plus tard qu'on a compris, avec, vous vous rappelez, Jacob Camerarius, De Sexu Plantarum Epistola, que cet organe, ce fil, avait en fait un rôle d'organe reproducteur mâle. Tandis que le pistil, qui lui a un nom masculin, en allemand aussi d'ailleurs, on appelle ça der Stempel. Eh bien, ce pistil qui peut être évoqué aussi un pilon, un sexe masculin, il s'avère que les observations expérimentales montrent que c'est un organe reproducteur femelle. On voit ici donc que le genre se distingue du sexe. Genre féminin pour organe reproducteur masculin et réciproquement. Bon, pétales et sépales, puisque je suis dans la morphologie des mots, se constituent des enveloppes stériles réunies en corolle et calice. Calice, c'est une espèce de verre, enfin de coupe plutôt. Tous ces corolles et calices sont en quelque sorte des arguments publicitaires qui rendent la plante attractive, non seulement pour les humains amoureux, mais encore pour les insectes pollinisateurs qui favorisent la pollinisation croisée. Vous savez que les produits de la reproduction sont plus forts, sont plus intéressants, plus divers lorsque des croisements ont lieu. Et donc les pétales ont ce rôle attractif d'attirer les insectes qui ensuite ont les poils pleins de pollen et vont féconder d'autres fleurs. Une fleur dont les pétales sont libres est dialipétale, alors que si les pétales sont soudés, elle est gamopétale ou sympétale. Donc vous reconnaissez là aussi les racines grecques, sun avec. On voit que là aussi la langue évolue au cours du temps et on désigne par gynécée l'ensemble des organes femelles et par androcée l'ensemble des parties mâles. L'écrivain Johann Wolfgang von Goethe, en 1837, avait eu l'intuition que des formes de transition conduisant des pétales aux étamines existaient. Et c'est à la fin du XXe siècle, avec la découverte des gènes homéotiques, qu'on a prouvé que Goethe avait raison. Dans la diversité du monde végétal, l'unité de vocabulaire ne recouvre pas forcément une unité d'origine. Car les humains, pour la commodité de leurs échanges, ont donné des noms aux produits du vivant avant de comprendre les processus conduisant à l'élaboration. C'est ce que je disais tout à l'heure pour pistil et étamine. Le Cantique des Cantiques, dont j'ai cité un petit extrait tout à l'heure, évoque un pommier au milieu de la forêt. Pomme de pommier, pomme de pin, pomme de terre, 3 pommes. Alors j'ai ici pomme de pommier, pomme de terre, je n'ai pas de pomme de pin, mais vous pourrez regarder en rentrant chez vous. 3 sens différents donc pour ce mot mythique de pomme, et c'est pourquoi il était nécessaire de préciser des mots monosémiques, enfin de rajouter des informations là-dessus. Donc la pomme de pommier, qui est noble par excellence, puisque l'ajout de particules, si je dis 2 pommiers, n'induit que redondance. On dit la pomme, c'est tout de suite la pomme de pommier. Ce fruit est sans conteste d'excellence, puisque à la Renaissance, quand les peintres représentèrent sur la toile l'histoire d'Adam et Ève, c'est elle qui fut choisie pour représenter le fruit défendu du jardin d'Éden, pris sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le texte biblique ne précisait pourtant pas l'origine botanique. Cette pomme renferme, encapsulée dans un écrin parcheminé, les graines abritant de futures plantes, de futurs arbres en miniature. Et comme tout vrai fruit, elle résulte de la transformation d'une fleur
par reproduction sexuée, du pollen mâle est tombé sur le stigmate femelle et la fécondation a produit des graines. Et voilà une délicate fleur frissonnante transformée en un volumineux organe lourd et généreux, gorgé de réserve. Le pommier est donc une plante à fleurs que les horticulteurs, les agriculteurs, les jardiniers du monde entier rangent dans la famille des rosacées, du nom de rosa, et nomment d'un double épithète à résonance latine qui sonne comme nom et prénom, Malus sylvestris. Au passage, vous voyez que malus, ça nous évoque le mal. Le mal, mais pas avec un accent circonflexe. Le mal, M-A-L. Et peut-être, alors là, si quelqu'un peut m'aider, j'en serais ravie. Parce que, est-ce que c'est Malus sylvestris, parce que ça portait ce nom-là, qu'on a dit que c'était peut-être le fruit du mal, ou bien est-ce qu'on lui a donné ce nom parce que, initialement, on se référait au texte biblique? Si quelqu'un a la réponse, j'en serais ravie. Cette pomme aussi donne l'acide malique, qui, on le verra ensuite, est très importante en biochimie, puisqu'elle fait partie du cycle de Krebs, qui est un cycle métabolique qui nous permet donc, qui se produit lors de la respiration dans toutes nos cellules, et notamment dans des petits organites qu'on appelle des mitochondries. Encore un mot compliqué. Passons à la deuxième pomme. La deuxième pomme, c'est la pomme de terre. Donc j'en ai une toute petite. Si ça vous intéresse, vous pourrez venir voir, mais je pense que vous avez déjà vécu des germinations de pommes de terre dans un placard obscur, un petit peu involontaire. Enfin, c'est jamais ce qu'on espère obtenir. Et cette pomme de terre, qui était la mythique papa des Incas, la patate importée des lointains pays andins, fut cultivée en Vivarais par Olivier de Serres dès 1600. Mais on connaît surtout sa popularisation par Antoine-Augustin Parmentier, 160 ans plus tard, sur tout le territoire français. Cette pomme de terre n'est pas mentionnée dans la Bible. La plante se reproduit par simple fragmentation. Enfin, la pomme de terre, on peut la fragmenter et puis il y a des petits bourgeons qui vont redonner des tiges et on peut ainsi réobtenir une plante entière. Des racines nouvelles se forment. Il n'y a pas de reproduction sexuée, c'est uniquement une reproduction asexuée. Enfin, pour la pomme de terre, évidemment, la plante entière peut avoir une reproduction sexuée. Voilà bien le signe qu'elle est le fruit du diable, grommelaient méfiants les paysans. Une reproduction sans sexe aurait pu pourtant satisfaire les puritanismes les plus stricts et renvoyer à Dieu. Il n'en fut rien. Au sens botanique, la pomme de terre, je le disais, n'est pas un fruit. Elle ne résulte pas de la transformation d'une fleur après fécondation. C'est un tubercule de stolon, une tige souterraine. Et ça, même les candidats au concours des écoles agronomiques, qu'il m'est arrivé d'interroger, me disent souvent que la pomme de terre est une racine. Eh bien non, c'est une émanation d'une tige souterraine. C'est pas une racine. Quand on fait des coupes anatomiques, la place des vaisseaux conducteurs n'est pas la même que dans une racine. C'est un tubercule de stolon, disais-je, une tige souterraine qui se gorge là aussi de réserve grâce à la photosynthèse, donc qui va capturer le CO2 de l'air et qui fabrique des sucres qui sont emmagasinés dans cette pomme de terre. À sa surface, donc, on ne voit aucun vestige de fleurs, alors que sur les fruits, en général, si vous regardez là, on voit les sépales qui restent, qui entouraient la fleur. Les pétales, évidemment, sont tombés. Donc, pas de vestiges de fleurs, mais seulement des bourgeons qui peuvent germer et donner de nouveaux plants. Elle appartient donc à la famille des Solanacées, comme belladone et mandragore, et la plante se nomme Solanum tuberosum. Mais ne vous avisez pas de manger son fruit, parce que lui, il est toxique. C'est la même famille que la douce amère que Michelet citait dans La Sorcière, comme étant justement la plante des sorcières. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens s'en méfiaient. La pomme de pin, quant à elle, porte des graines qui viennent de la fécondation des cônes femelles. Alors, mauvais jeu de mots, c'est pas Alain Cône, du latin conus, du grec konos, fécondation par du pollen de ces fleurs. Enfin, c'est pas des fleurs, c'est pas des vraies fleurs, puisque à la différence de la pomme de pommier, qui cache ses pépins dans les profondeurs du fruit,
eh bien, la pomme de pin exhibe ses graines. Vous avez peut-être vu des pignons de pin, hein, on les voit, ils sont à l'extérieur à peine recouverts par des écailles, ils ne sont pas cachés dans la profondeur. Et du coup, on classe le pin parmi les gymnospermes. Gymnos, vous connaissez la racine grecque nu, et sperme, semence. Par opposition aux plantes à fleurs traditionnelles, enfin que nous connaissons, la rose, la pomme, le pommier et aussi la pomme de terre, qui sont de vraies fleurs et que l'on range dans la catégorie des angiospermes, angio signifiant encapsulé ou enfin, caché. Voilà, donc je vais passer là-dessus. Donc, si on résume, on avait 3 pommes, il y en a 2 qui sont des angiospermes, une qui est une gymnosperme, 2 qui sont le résultat d'une fécondation, la pomme et la pomme de pin, la pomme de pommier et la pomme de pin, et une qui est un tubercule de tige qui permet la reproduction de la plante de manière asexuée et qui est donc la pomme de terre. Donc on voit que le mot pomme a diverses acceptions. On a réussi à leur trouver chacune un nom monosémique. Le pin, c'est Pinus pinea, par exemple, c'est le pin parasol. La pomme, on a dit que c'était Malus sylvestris. La pomme de terre, que c'était Solanum tuberosum. On a aussi la pomme de Newton, la pomme de Turing, dont Michel Serres a parlé l'autre jour, la pomme de douche. Enfin, vous voyez que ce terme de pomme ne peut pas être qualifié de scientifique et que tout le travail du scientifique va être d'échapper à ce langage vernaculaire qui n'est pas assez précis. Même chose pour le laurier, celui qui est utilisé en cuisine pour parfumer les ragoûts, et homonyme d'un autre laurier exubérant dans ses floraisons, qui est d'ailleurs tout au long de la route, et qui est toxique au point que l'ingestion d'aliments ayant seulement été en contact avec ses branches ou ses feuilles peut s'avérer mortelle. Donc surtout, ne vous avisez jamais de faire des brochettes avec du laurier rose, parce que ça peut être très dangereux. Donc le terme savant apporte ordre et précision, et du coup, Laurus nobilis, qui est le laurier sauce, s'invitera dans la cuisine, tandis que Nerium oleander, le laurier rose, ne fera qu'offrir ses fleurs à nos regards ébahis. Alors, dictionnaire, maintenant on peut considérer que l'inventaire exact n'a pas été fait. Forcément, Michel Serres l'a aussi dit la dernière fois, le dictionnaire évolue sans cesse avec un accroissement permanent de mots issus des métiers et de la science. Et pour vous donner une petite idée, un élève de terminale scientifique en sciences de la vie et de la terre doit maîtriser à peu près 150 mots de vocabulaire spécifique. Donc la biologie implique d'avoir des connaissances avec des mots assez compliqués, leucocytes, des mots qui sont aussi souvent construits sur des racines grecques. Finalement, donc, ces mots vont servir à la fois à trouver un nom à chaque objet du vivant dans sa diversité et aussi à nommer des concepts qui ont une fonction d'unifier. Par exemple, tout ce qui concerne les organes reproducteurs, la reproduction, on va avoir des mots précis qui sont communs à tout un tas d'êtres vivants et qui permettent d'exprimer des concepts. Vous le savez, les crocus et les primevères fleurissent en février-mars, les coquelicots en été, les colchiques en automne. Qu'est-ce qui fait fleurir les fleurs? Bonne question. Eh bien, dès 1937, un Russe qui s'appelait Mikhail Chélaklian a eu l'idée, a fait l'hypothèse qu'une substance, qu'il a nommée le florigène, était responsable de la floraison des fleurs. Alors vous voyez que là, on a nommé un objet avant de le voir
C'est-à-dire qu'on a imaginé son existence, on lui a donné un nom, florigène, gène qui engendre, donc qui va engendrer des fleurs. Et il a fallu 70 ans, ce n'est qu'en 2007 que ce florigène a été identifié. Et on a cru tout d'abord en 2005 qu'il s'agissait d'un ARN, un acide ribonucléique. Donc en 2005, si je disais l'assertion le florigène est un ARN, eh bien c'était vrai. Et puis vous le savez, la science évolue. Et en 2007, c'est plus vrai. C'est finalement une protéine, le florigène. Donc c'est pour vous dire que la vérité scientifique, elle est vraie à un moment, mais c'est pas indéfini, elle est soumise à critique. Et à partir du moment où on va avoir des expériences qui prouvent des choses différentes, eh bien cette connaissance évolue. L'étude s'est principalement faite pour tous les botanistes. C'est un objet, un spécimen, un modèle d'étude très utile. C'est l'arabette des dames, encore appelée de son nom latin Arabidopsis thaliana. Et donc, grâce à cette toute petite plante, qui est toute modeste, mais qui a l'avantage de se développer très vite, eh bien, on sait désormais décrire les mécanismes moléculaires qui font fleurir les plantes. Et on sait que c'est dans les feuilles, la lumière, qui active la synthèse du florigène. On a démonté tous les mécanismes, c'était très compliqué. Et c'est une protéine qui migre dans la sève jusqu'au bouton floral et qui provoque la floraison. Alors, j'ai dit tout à l'heure, si je dis que le florigène était un ARN, c'était valable en 2005, c'est plus valable en 2007, parce qu'on a refait des expériences et on s'est rendu compte que c'était faux. Si je dis la marguerite est une fleur, est-ce que j'ai raison À votre avis? Alors, qui pense que j'ai raison, qui pense que j'ai tort? Tort, raison. Bon, alors j'ai tort, en effet, parce que la marguerite, c'est pas une fleur, c'est un ensemble de fleurs, puisque la zone orange, c'est en réalité un assemblage de toutes petites fleurs hermaphrodites qui portent donc du pollen, qui donne la couleur orange. Et ce que vous arrachez, qui est blanc, et lorsque vous dites « il m'aime un peu, beaucoup », à la folie, pas du tout, etc. Eh bien ça, ce sont encore des fleurs. Chaque petite languette blanche correspond à une fleur femelle, cette fois, dont les pétales sont rassemblés et forment une espèce de ligule blanche qui a cette forme allongée. Voilà, donc quand je dis que la marguerite est une fleur, oui, je peux le dire peut-être à l'école primaire, mais dès que j'avance dans la connaissance, eh bien, je vais considérer que c'est une approximation, car en réalité, il s'agit de ce qu'on appelle un capitule, une grappe dont les fleurs sont extrêmement resserrées. Donc la science est ouverte aux rectifications. Et dans tous les cas, on doit pouvoir accéder aux procédures de validation qui confère à un savoir son statut scientifique. Alors, la grammaire maintenant, eh bien, premièrement, il faut des mots justes, qui soient monosémiques, on l'a vu. Deuxièmement, il faut une argumentation qui soit convaincante, qui soit fondée sur un raisonnement avec des connecteurs logiques, parce que, à cause d'eux, avec une temporalité, si on a des causes et des effets. Il y a un codage qui est possible, mais qui est beaucoup moins important, une formalisation beaucoup plus faible qu'elle ne l'est en mathématiques. Vous avez vu hier les formules compliquées qu'Alain Kohn nous a proposées, et encore, il avait retiré les plus compliquées. Nous, on a quelques codes, avec par exemple les séquences d'ADN, avec adénine, cytosine, thymine et guanine, les bases azotées dont la succession renseigne sur la formation génétique d'un individu. Et puis on a aussi pour les fleurs des diagrammes floraux, c'est-à-dire qu'on va noter le nombre d'étamines, de carpelles, etc.
Si cette assertion, le fruit résulte de la fécondation de la fleur, donc c'est une phrase que je peux considérer comme étant à valeur scientifique, eh bien vous voyez qu'il y a une décontextualisation avec une généralisation sans trace de l'énonciateur. On ne sait pas qui a formulé cette phrase. C'est le sujet qui parle est indéterminé puisque c'est une vérité générale qui est énoncée sans spécification de lieu ou de temps. D'autre part, les temps verbaux qui sont utilisés dans ce langage, eh bien, c'est souvent le présent de l'indicatif qui a valeur là aussi de vérité générale et non valeur de présent d'énonciation. On trouve aussi parfois le futur ou encore la forme passive. Et puis, ce qui concerne les articles définis, eh bien, eux ont là aussi valeur générique et non pas déictique, c'est-à-dire ils n'ont pas valeur des désignations. C'est-à-dire que si je parle de la fleur, c'est pas ma fleur dans mon jardin, c'est la fleur en général, c'est le concept de fleur. Je passe maintenant à la dernière partie qui est la rhétorique. Donc je ne reviendrai pas sur cette lingua franca contemporaine qui est l'anglais. Par contre, je pense qu'il est utile de signaler que l'Académie des sciences publie en français des comptes rendus scientifiques et l'abstract est très petit et lui seul est en anglais. Enfin, le résumé est lui seul en anglais. Alors, la rhétorique spécifique des chercheurs, ou plutôt les rites littéraires des chercheurs, sont intéressants. Et là, je vous donnerai un exemple. On a vu que Narcisse, au début de mon exposé, était présent. Et il convient maintenant d'en faire l'étymologie rapidement. Le narcisse, on peut considérer qu'il hypnotise et torpille, car il tire son étymologie du grec narcos, la torpeur, qui donne aussi le terme narcotique, et nous renvoie par la drogue évoquée à la pharmacologie et la biochimie. Et justement, vous le savez, les chercheurs avancent d'autant plus vite dans leur carrière qu'ils publient davantage d'articles et qu'ils sont plus fréquemment cités par leurs collègues scientifiques, donc dans les publications de leurs collègues scientifiques. Et pour être lus et publiés, ils doivent opérer des opérations sur leurs énoncés. Ils ne peuvent pas, comme ça, publier directement. Il y a tout un travail de rédaction qui est effectué, de sorte que ces textes subissent une sorte de danse frénétique à la fois lexicale et syntaxique. Et je vais vous citer juste, il me reste combien de temps 10 minutes. Je vais vous citer un cas particulier qui est assez à la fois historique et emblématique. Et en discutant récemment avec Claude Cohen-Tanouji, qui a eu le prix Nobel de physique, eh bien, il s'avère que cet exemple est vraiment emblématique et, comment dire, et lui aussi m'a dit qu'il avait eu les mêmes difficultés. Voilà. Alors, nous sommes en 1937. La scène se passe en 1937. Le docteur Hans Adolf Krebs, qui est né en 1900 en Basse-Saxe, à Hildesheim, d'ailleurs la ville de Leibniz, a dû quitter l'Allemagne nazie en 1933 et immigrer en Angleterre parce qu'il est juif. Mu par une curiosité insatiable et l'excitation que tout un chacun éprouve à la satisfaire, il a déjà publié une 50aine d'articles scientifiques dans des revues internationales, découvert le cycle métabolique de l'urée quand il reçoit un refus inattendu de la revue Nature. Il vient pourtant, dans un article récemment soumis, d'exposer sa découverte du cycle de l'acide citrique. Tout à l'heure, je vous parlais de la pomme et de l'acide malique. Vous vous rappelez que la pomme, c'est malus, le nom du genre. Donc, il a fait des tas d'expériences. Il a lu aussi des textes rédigés par des chimistes. Et il s'est aperçu sur du muscle broyé de pigeon. C'est étonnant, mais c'est très énergétique, le muscle de pigeon, parce que ça permet aux pigeons de voler très loin. Et donc, il travaillait sur ce muscle broyé. Il ajoutait
différents acides du monde vivant, des acides organiques, acides citriques, acides maliques, etc. Et il observait une consommation de dioxygène, une production de CO2 très intense, bien supérieure à celle que la simple oxydation de la petite quantité d'acide organique qu'il ajoutait aurait pu produire. Il a utilisé des poisons en tant que scalpel biochimique. Il s'est rendu compte que quel que soit le produit qu'il mettait, il arrivait en mettant son poison toujours au même produit final. Donc il a pensé à un cycle. Il avait déjà découvert le cycle de l'urée, donc il a pensé au cycle de l'acide carboxylique. Il a soumis son texte et refus la principale revue Nature, dans laquelle les scientifiques aiment publier. Alors pourquoi ? Sachant que cette découverte, ou cette invention, ou cette vision, lui valut en 1953 le prix Nobel de médecine. Donc pourquoi est-ce qu'une revue qui comporte des référés assez expérimentés a-t-elle refusé quelque chose qui est une découverte fondamentale ? C'est le carrefour du métabolisme que toutes les cellules qui respirent produisent. Donc nous on fait ça, les plantes font ça. Voilà. Et le dioxyde de carbone qu'on rejette, quand on respire, eh bien, il vient de ce cycle. Eh bien, je me suis intéressée à l'étude des textes que ce scientifique avait rédigés tout au long de sa vie. Et on s'aperçoit qu'il va sans arrêt réécrire son texte jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus clair et de plus en plus limpide. Pour preuve, le correcteur orthographique de Word, si je prends le premier texte, celui qui a été refusé par la revue, eh bien, il est plein de rouge, il a plein de corrections, de mots soulignés, parce qu'il avait utilisé du jargon. D'autre part, il n'avait pas fait référence à des collègues, à des bibliographies de collègues. C'était trop nouveau, et puis il était peut-être trop pressé. Et ça prouve que ces rites scientifiques sont importants, ces rites de littérature scientifique sont importants, et qu'il est rare qu'une invention réelle puisse respecter ces règles de rhétorique dont je viens de parler précédemment. Et finalement, on est cru par la rhétorique quand on est scientifique, enfin, il semble qu'on le soit en tout cas, mais on est suspect quand on sort des cadres établis. Et bizarrement, certaines imitations de science vont passer plus facilement la barrière des référés, des personnes qui étudient les textes et qui se prononcent sur leur validité et le destin de publication ou de rejet de ce texte. Et bien, certaines imitations vont passer plus facilement cette barrière que les inventions qui tranchent avec le connu, mais qui pourtant sont les plus pertinentes pour faire avancer la science. Et ça a été le cas, semble-t-il, aussi pour le texte fondateur sur le laser, qui fut refusé par la première revue à laquelle les auteurs l'ont proposé. Voilà. Et donc je reviens sur Claude Cohen-Tannoudji, qui m'a dit que lui aussi, ça lui était arrivé d'avoir des textes très importants qui sortaient en fait de l'ordinaire, qui avaient été refusés par les revues. Voilà, donc j'arrive à la conclusion, parce que je vois un regard. J'arrive à la conclusion. Donc on a vu que langue ordinaire et langue scientifique entretiennent des continuels allers-retours. C'est là donc des rapports tantôt amicaux, tantôt conflictuels. Et on peut se demander si la langue biologique ne serait pas un petit peu narcissique. Vous avez vu que Narcisse était tout au long du fil du discours. On peut se demander si cette science, par son lexique hermétique, n'est pas un petit peu amoureuse de son reflet dans l'onde, qu'elle empêche le commun des mortels de comprendre ce qu'elle veut dire. Eh bien, pour faire ce rapprochement entre la communauté scientifique et puis la société, un lien direct avec les chercheurs, la main à la pâte dont Jean-Noël et Marie-Odile ont parlé au début, qui essaye d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour rénover l'enseignement des sciences, mais
vraiment très intensément l'accent sur l'importance du langage oral et écrit. Par exemple, en classe, on va travailler sur la rédaction d'hypothèses, sur la rédaction de protocoles expérimentaux, sur la rédaction des résultats attendus, mais aussi on va travailler à l'oral des débats contradictoires entre les élèves. On va confronter les prévisions aux résultats. Il va y avoir vraiment un travail de rédaction et d'explicitation pour, au bout du compte, arriver à l'idée que c'est pas forcément le plus grand nombre de gens, c'est pas de la démocratie, c'est pas le plus grand nombre de gens qui avaient pensé une chose qui va avoir raison, mais celui qui aura fait la démonstration la plus rigoureuse. Et comme bien souvent la simplification excessive du savoir ne facilite en rien sa compréhension, les actions qui sont menées s'inscrivent dans la continuité et des progressions sont travaillées avec les professeurs d'école et de collège. Les niveaux de formulation sont travaillés. Par exemple, si on étudie la respiration, ça peut être simplement au début un mouvement d'air dans les poumons, et puis ensuite on va aller de plus en plus loin dans la connaissance en aboutissant au niveau cellulaire et moléculaire. Alors peut-être vous donner des exemples de cas concrets qui se sont déroulés. À Carcassonne, nous étions avec Yves Thierry, qui est membre de l'Académie des sciences et aussi fondateur avec Pierre Léna et Georges Charpak de La main à la pâte. Et nous visitions un collège. Une petite fille nous parle des planètes, mais d'une façon absolument enthousiaste et complètement... Alors moi, je ne suis pas physicienne, mais disons pour un niveau de 6e, avec vraiment une bonne qualité d'explication. Et à la fin, nous disons au chef d'établissement, mais vous nous avez proposé la meilleure élève pour nous impressionner. Et il nous dit, eh bien non, cette petite fille a vraiment tenu à s'exprimer devant vous, mais elle est en échec scolaire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que peut-être on peut valoriser des compétences, des qualités des enfants qui ne sont pas forcément reconnues dans un système scolaire traditionnel. Et puis un autre exemple, c'est un collège à Mauriac, dans le Cantal, donc un endroit vraiment coupé du monde, où les classes ont travaillé sur un voyage de grand... Enfin, coupé du monde, en hiver. Hein. Non, c'est pas coupé du monde, puisqu'on peut y aller. Donc, une classe a travaillé sur justement le voyage d'un grand explorateur qui s'appelle Alexander von Humboldt, qui est un Allemand. Donc, je vous invite à regarder le parcours. Il était à la fois naturaliste, géologue, géographe, ethnologue, astronome. C'était l'un de ces savants universels. Et les enfants ont fait ce voyage de découverte. Alors, bien sûr, ils ne l'ont pas fait réellement, hein, mais les professeurs se sont appuyés sur ce voyage de découverte pour travailler sur l'exploration de l'environnement, la colonisation d'un milieu, les îles Canaries, la traversée vers l'Amérique, comment construire un bateau. Ils ont travaillé sur flotte, cool. En voyage, ils se sont demandé comment obtenir de l'eau potable, donc ils ont fait des expériences. À terre, il a fallu se nourrir, donc fabriquer du pain à partir du grain. Au Venezuela, ils ont fait des observations des êtres vivants en lien avec le climat, etc., etc. Ils ont appris aussi à classer les êtres vivants. Alors, juste pour terminer, et pour faire un lien avec d'autres disciplines, puisque finalement c'est l'objet de ces rencontres, je voudrais citer justement un petit extrait d'un livre de Gilles Cohen-Tannoudji et Michel Spiro, Gilles étant venu ici il y a quelques années, qui dit, alors je l'ai un petit peu simplifié, il dit « En théorie quantique des champs, toute l'information est encodée dans le lagrangien de l'interaction qui serait en quelque sorte son ADN. Particules élémentaires, il nous dit aussi, pour employer une terminologie propre à la biologie, nous dirions que le génotype de la théorie est symétrique alors que le phénotype de ses applications ne l'est pas.
Donc voilà, la langue biologique sert aussi pour les physiciens à faire des analogies. Voilà.